la TVT au cœur de l'information. Ce mercredi 23 décembre s'est tenu le Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Les grandes décisions du Conseil dans cette édition. Les pistes rurales pour désenclaver les localités au Togo. Elles vont favoriser l'écoulement des produits agricoles. Nous nous rendrons dans la préfecture de Tchamba pour suivre le lancement des travaux d'ouverture de ces pistes. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, mercredi, le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres a eu lieu au palais de la présidence de la République. C'était sous la direction du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. Suivi avec le ministre en charge des relations avec les institutions de la République, porte-parole du gouvernement, Trimoa Christian, le compte-rendu des travaux. Compte rendu du Conseil des ministres du 23 décembre 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni au nouveau palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 2 décrets et écouté 7 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a adopté l'avant-projet de loi relatif au casier judiciaire national automatisé. Cet avant-projet de loi vise un aménagement du cadre légal permettant d'asseoir la nouvelle organisation du casier judiciaire dans les meilleurs délais. À titre de rappel, la loi relative au casier judiciaire national automatisé permettra à terme de soumettre les demandes de casier judiciaire en ligne, quel que soit l'endroit où l'on se trouve sur le territoire national. Cette réforme majeure, qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de dématérialiser les principales procédures administratives et judiciaires, vise à simplifier le quotidien des populations et sera opérationnelle dans toutes les juridictions du Togo à partir d'avril 2021. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné en première lecture un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du développement et de l'aménagement du territoire. Ce Conseil est l'organe d'orientation, d'approbation et de décision en matière de développement et d'aménagement du territoire. La création de ce Conseil est prévue par la loi numéro 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi cadre sur l'aménagement du territoire. Cette loi fixe le cadre juridique de toutes les interventions de l'État et des autres acteurs, puis détermine les règles ainsi que les institutions de l'aménagement du territoire à différentes échelles. Le Conseil a adopté un second projet de décret fixant le ressort des juridictions de droit commun. Ceci pour la détermination du siège et du ressort des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance à compétence correctionnelle et civile et des tribunaux d'instance à compétence civile. Ce décret vient en application de la loi 2019-015 du 30 octobre 2019 portant code de l'organisation judiciaire qui prévoit des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance à compétence correctionnelle et civile et des tribunaux d'instance à compétence civile. En synthèse, le texte prévoit dans le cadre des 2 cours d'appel Lomé et Kara, 5 tribunaux de grande instance, 9 tribunaux d'instance à compétence correctionnelle et civile, 16 tribunaux d'instance à compétence civile. Au titre des communications, le Conseil a entendu une communication relative à la politique du secteur informel présentée par le ministre auprès du président de la République, chargé de l'inclusion financière
et de l'organisation du secteur informel en vue de soumettre la revue de la politique du secteur informel. Cette politique vise l'amélioration de manière durable et substantielle des conditions de vie des opérateurs du secteur informel en les intégrant progressivement au secteur formel. En termes d'objectifs spécifiques, la politique entend entre autres renforcer le cadre organisationnel et les capacités institutionnelles des acteurs du secteur, tels que la délégation à l'organisation du secteur informel, DOSI, et contribuer au développement des services financiers innovants, ainsi qu'à la mise en place d'une protection sociale des acteurs de la micro-entreprise. Le Conseil a écouté une seconde communication relative à la politique nationale sur les enseignants, présentée par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, de la formation professionnelle et de l'artisanat, en vue de soumettre un projet de décret portant adoption de la politique nationale sur les enseignants. Cette politique est structurée autour de 3 axes stratégiques qui traitent des aspects suivants. Le premier axe porte sur l'efficacité des enseignants et précise les normes d'exercice de la profession enseignante, la formation des enseignants, le recrutement et la rétention des enseignants et leur déploiement rationnel sur tout le territoire national. Le deuxième axe concerne la motivation des enseignants et regroupe la structure et le parcours de carrière, les conditions d'emploi et de travail, la gratification et la rémunération, ainsi que la gouvernance scolaire comme facteur de motivation, de suivi et de bonne performance des enseignants. Le troisième axe traite du professionnalisme des enseignants, précisément leur redevabilité, la prévention des conflits entre les employeurs et les organisations d'enseignants, en mettant en place des mécanismes de concertation permanente et de participation aux prises de décision. Le Conseil a écouté une troisième communication relative au processus de mutation dans le secteur de la communication et des médias au Togo, présentée par le ministre de la Communication et des Médias, afin de soumettre au Conseil les réformes prévues dans le cadre du nouveau Code de la presse et de la professionnalisation du secteur. Il s'agit notamment de l'accélération du processus de mutation des médias d'État, radios et télévisions, en office de la création de la Société de télédiffusion du Togo, qui a pour objet d'assurer la diffusion en mode numérique des programmes de radio et de télévision publics et privés. Il s'agit, conformément à la loi 2020-001 du 7 janvier 2020, relative au Code de la presse et de la communication en République togolaise, qui réorganise l'exercice du métier de journaliste, de mettre en œuvre les réformes visant à fixer les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait de la carte de presse et d'accréditation des envoyés spéciaux et correspondants permanents de presse au Togo. La communication suivante est une communication conjointe relative aux actions de modernisation du réseau routier togolais et des dispositifs de péage présentés par le ministre des Travaux publics. De 2005 à 2020, plus de 1500 milliards ont été investis dans le domaine des infrastructures routières dans notre pays. L'automatisation récente de nombreux postes de péage et la nécessité d'assurer une maintenance efficace conduit le gouvernement à envisager un ajustement des contributions des usagers à cet effort national. Pour mémoire, chaque année, le besoin de financement pour l'entretien régulier des routes revêtues, non revêtues, s'élève à environ 30 milliards de francs CFA, tandis que les ressources budgétaires totales mobilisées se situent en moyenne autour de 17 milliards CFA par an. Afin de combler cet écart, les tarifs des contributions des usagers, les engins à 2 roues, les tricycles, les véhicules légers, les véhicules poids lourds de toutes catégories seront ajustés d'ici les prochaines semaines afin de tenir compte des enjeux d'entretien et de modernisation de notre réseau routier. Il est à souligner que ces tarifs de péage n'ont pas connu d'augmentation depuis près de 15 ans. Le Conseil a également entendu une communication relative au processus électoral consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, présentée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, afin de rendre compte au Conseil de la mise en place d'une délégation spéciale
et sollicité la reprise du processus électoral consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, suspendu par arrêté du 2 septembre 2020. En effet, compte tenu des retards et difficultés que le processus électoral a connus, et face à la situation de vacances liée à la fin de mandat de la présente Assemblée consulaire intervenue le 18 décembre dernier, le ministre a mis en place une délégation spéciale chargée d'une part de la gestion des affaires courantes de la Chambre de commerce et d'industrie et d'autre part de l'organisation du processus électoral. Le Conseil a recommandé que cette équipe puisse proposer une refonte des tests organiques de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo en s'inspirant des meilleures pratiques en la matière. S'en est suivi une communication relative à la tenue de la 21e session du dialogue politique Togo-Union européenne, présentée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Les discussions ont porté, entre autres, sur la gestion de la Covid-19, les défis de la vaccination, les questions de paix et de sécurité, le partenariat Togo-Union européenne, le partenariat Union africaine-Union européenne, le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Union africaine en 2021. La délégation européenne envisage de contribuer à la riposte sanitaire à hauteur de 48 millions d'euros au budget de l'année 2021. Elle a également rappelé sa politique sécuritaire extérieure et ses priorités dans le cadre de sa coopération avec le Togo sur le plan économique et commercial, la consolidation de l'état de droit, la bonne gouvernance et le maintien de la paix et de la sécurité. La partie togolaise a saisi l'occasion pour présenter les principales perspectives de la décentralisation au Togo, qui sont l'élaboration de plans de développement communal de 10 communes, la construction de 40 mairies et la formation de 1527 conseillers municipaux, entre autres. La partie européenne a félicité le gouvernement pour la ratification de l'accord sur la ZLECAf, ses efforts en matière d'amélioration du climat des affaires, pour l'augmentation du produit intérieur brut national, la bonne gestion des finances publiques et l'adoption de la pratique du budget programme, les résultats probants obtenus à l'utilisation efficiente du fonds d'appui aux collectivités territoriales. La dernière communication entendue par le Conseil est relative au compte-rendu d'une réunion entre les partis politiques et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires pour la préparation des élections régionales. Cette réunion a connu la participation de 17 partis politiques ayant pris part au moins à l'une des 3 dernières élections dans notre pays. Les premières discussions ont porté notamment sur les questions relatives à l'organisation des échanges à venir. Le Conseil a félicité l'ensemble des participants à cette réunion pour le climat de sérénité dans les travaux et a instruit le ministre d'État pour poursuivre les échanges en vue d'une organisation des élections régionales dans de bonnes conditions. Au titre des divers, le Conseil a procédé à une nomination. Monsieur Tiglo Kossi, psychologue du travail, est nommé directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. Le gouvernement, constatant le bon respect des mesures édictées pour limiter la propagation de la Covid-19 pendant la période des fêtes de fin d'année, adresse ses encouragements à la population et réitère son appel au sens du civisme de tous et de chacun. Fait à Lomé le 23 décembre 2020, le Conseil des ministres. Juste après la présentation du compte-rendu du Conseil des ministres, les 2 ministres porte-parole du gouvernement ont répondu aux questions des professionnels des médias, suivant un extrait de cette conférence de presse. Vous savez, une politique nationale est un instrument de planification qui vient répondre à un besoin, qui est celui de l'éducation nationale de notre pays. Il faut le dire, notre éducation nationale est clairement à la croisée des chemins. Et il faut un certain nombre de réformes pour projeter l'éducation de demain. Et ces projets de réforme sont compris dans la politique nationale de l'éducation à venir. Cela a été relevé lors du compte-rendu
Il s'agit d'une politique qui s'organise autour de 3 axes principalement. Donc on l'a vu, la recherche de l'efficacité de l'enseignement. Efficacité de l'enseignement par la qualité du recrutement, par la qualité de la formation, par l'objectivité et la pertinence du redéploiement des enseignants sur toute l'étendue du territoire. Et dans un instant, l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le Conseil des ministres, conférence de presse présidée par les 2 ministres porte-parole du gouvernement. Direction Agba-Wilga dans la préfecture de Tchamba. Le ministre en charge du désenclavement et des pistes rurales y était. Il a lancé les travaux d'ouverture et de réhabilitation des pistes rurales dans la région. Un besoin prioritaire à la base qui va permettre de relancer la croissance économique dans la région centrale. Désiré Aloy. Un bulldozer en action, le ministre du désenclavement et des pistes rurales, Kanfitine Tchédé Issa, donne le ton des travaux de l'ouverture de la piste rurale Agba-Wilga, Koferdia, Hezoude, 14 km, pour un coût global d'environ 217 millions de francs CFA. Agba-Wilga, Alibi 1, 30 km au sud de la ville de Tchamba, point de départ du vaste chantier avec élimination des points critiques au niveau de la région centrale. Cette remise officielle du site s'inscrit dans le cadre des préoccupations des bénéficiaires. Nous avons l'occasion d'être instruits par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essosimna Gnassingbé, sur la qualité des travaux. Nous avons mis en place à cet effet 4 niveaux de contrôle. Premier niveau, c'est le cabinet qui a la charge de contrôler en permanence les travaux. Lui, il est désigné contractuellement. Le second niveau, nous avons le ministère lui-même à travers ses équipes de suivi périodique. Le troisième niveau, c'est l'implication des représentants des collectivités territoriales. Et le quatrième niveau, c'est le comité de pilotage même, lui-même. Et ça, c'est au niveau gouvernemental. Voilà, donc pour obtenir la qualité des travaux, chaque équipe doit jouer son rôle. La phase opérationnelle du vaste programme de 4000 km de pistes rurales au plan national démarre. Agba-Wilga, Hezoude, c'est un tronçon de 14 km où nous avons des travaux d'ouverture, de reprofilage ainsi que de rechargement systématique. Nous avons également 6 ouvrages à exécuter sur le tronçon. La particularité de ce projet est que nous avons un ouvrage de 27 mètres d'envergure à exécuter. Un dallo de quintuple 5x5. Nous nous engageons à exécuter les travaux selon les règles de l'art. Après la tournée nationale d'échange du ministre avec les acteurs, les populations touchent du doigt la réalité de cette ambitieuse politique de grands travaux à la base du chef de l'État. Un projet très attendu. Ce projet qui vient d'être lancé va permettre à nos populations enclavées qui sont derrière les forêts ici de facilement atteindre nos hôpitaux, nos dispensaires, nos centres de santé afin de traiter leurs problèmes de santé. Aujourd'hui, les pistes, la piste qu'on ouvre, elle traverse même une forêt communautaire. Donc elle permet aux populations les plus éloignées aujourd'hui d'écouler les produits. Elle permet aux populations d'aller et revenir. Nous vous disons grand merci au chef de l'État. Le ministre a cadré tous les acteurs, surtout les entrepreneurs. Il a insisté sur la qualité des travaux. Que chacun apporte son expertise pour réussir le projet dans la région centrale. Après le lancement, le ministre Tchédé Issa a fait le déplacement de Krikri à Djaïdé. Du PK0 ici, une piste reliera Krikri, Agbandaoudé, Toboni, Tchembere, Soudou, Penzingde dans la Kara. Le ministre sur le tronçon, un besoin à la base dont l'exécution des travaux prévus pour bientôt, à la fin de l'étude en cours. Ces dernières années, un accent particulier est accordé au développement à la base. Plusieurs projets et programmes sont exécutés ou sont en cours d'exécution pour que personne ne soit laissé de côté
où qu'elles soient. Dans la région de la Kara, des établissements ont bénéficié des cantines scolaires et des villages sont dotés de plans d'action de développement. Nestor Mouzou s'est rendu sur le terrain pour constater. Suivez son reportage. L'élaboration des PAV, plan d'action villageois, une composante du PSMICO, programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires qu'exécute sur le terrain l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base. La localité de Kadja, dans le canton de Landa, dans la Kouza, a été accompagnée par l'ANADEB dans la conception de son PAV. L'élaboration du document repose sur des étapes essentielles que sont l'identification des villages éligibles, l'organisation des visites exploratoires, la conduite du diagnostic participatif, la planification et la formulation. Après avoir délimité notre village, nous avons énuméré les points clés qui minent effectivement notre village. À partir de ce temps d'action, le village sera épanoui. Désormais, si un bailleur de fonds arrive dans notre village, nous n'allons pas nous lamenter individuellement. Nous lui présenterons le papier. C'est sur ce papier qu'il va prendre des indices pour pouvoir nous aider. Après avoir énuméré les besoins, on priorise les besoins. Ce qu'il faut faire avant et après le reste. Après l'élaboration des plans d'action, nous faisons aussi la restructuration des CVD. Pour l'année 2020, 30 communautés de la région de la Kara ont bénéficié de l'appui de l'ANADEB pour l'élaboration de leur plan d'action villageois. Le projet Filets sociaux et services de base, FSB, un autre projet de l'ANADEB. L'école primaire publique de Essawazina, canton de Soudou, dans la préfecture d'Assoli, a été identifiée en 2019 comme un des bénéficiaires du volet cantine scolaire du FSB. De lundi à vendredi, les élèves ont droit à un repas chaud par jour. Celles qui ont été sélectionnées pour préparer les repas sont appelées Maman Cantine, et ce, après une formation. Nous avons eu à renforcer nos capacités par rapport à la préparation des différents plats et nous appliquons les instructions que nous avons eues. Nous varions le menu au jour le jour. Avec l'apparition du coronavirus, nous respectons les mesures barrières. Toujours concernant la formation, elle nous aide, même dans nos foyers. Nous remercions l'ANADEB. Les cantines scolaires ont été mises en place pour améliorer le taux de fréquentation et de rétention des élèves à l'école dans les zones ciblées. On a vu que l'effectif a augmenté, voire même notre école a été divisée en deux. On a eu Essawazina A et Essawazina B. Actuellement, nous comptons plus de 100 élèves en A, plus de 100 élèves aussi en B. Nous manquons des mots pour remercier le gouvernement. Les cantines scolaires touchent 64 écoles dans la région de la Kara pour plus de 124 500 élèves. Promotion et valorisation de l'artisanat au Togo. Les acteurs du secteur venus de tout le Togo ont clôturé ce jour une rencontre sur l'élaboration des actions prioritaires à exécuter. Il est question de donner un nouvel élan à ce levier de l'économie nationale pour plus d'impact conformément aux ambitions du pays. Ramdan Bassina. Le secteur de l'artisanat emploie près de 1 million de professionnels et contribue à plus de 18% du PIB. Ici, il est question d'identifier les besoins prioritaires des acteurs et de promouvoir le secteur. C'est pour corriger ce que nous faisons déjà sur le terrain, qu'on nous a demandé de prioriser. Nous avons trouvé de nouveaux plans d'action par rapport au PND. On a retracé les activités par rapport à ces PND. Comme ça, les artisans ne vont plus rester s'évader comme ça. Donc, ils seront sur une mesure sur laquelle ils travaillent. Et ces travaux qu'ils vont faire seront en lien avec le développement. Venus de toutes les régions du Togo, les artisans s'accordent avec leur ministère de tutelle sur l'urgence de passer à la phase active des actions. Ceci conformément à la feuille de route du gouvernement. Toute structure qui se veut efficace doit procéder à la planification, à la priorisation et à l'évaluation, budgétisation et le suivi rigoureux de ces projets et activités. Cet atelier s'inscrit donc dans les conditions de fonctionnement qui visent l'efficience, la performance et la rentabilité à partir de la responsabilité de chaque acteur pour la réussite collective. Le gouvernement s'honore
de cette bravoure et de la qualité de travail que les différents corps de métier produisent et s'engage à cet effet à multiplier les opportunités pour toutes les couches afin de s'épanouir à travers l'artisanat. La voie est donc balisée pour donner un nouveau souffle au secteur de l'artisanat au Togo. Ce plan d'action opérationnel 2021-2023 est un outil novateur pour booster le domaine. La politique nationale de la recherche et de l'innovation met l'accent sur divers axes en lien avec le plan national de développement PND. Avec Antoinette Romovovo, prenons connaissance des grandes orientations de cette politique en matière de recherche et d'innovation. L'une des plus belles alliées de l'innovation est la recherche scientifique. Le Togo s'est engagé depuis l'époque coloniale à faire de la recherche une réalité. Depuis la création du centre de recherche sur le coton à Tové en 1902, des efforts sont faits à travers la mise en place de divers centres d'excellence, notamment le CERSA, qui contribue à la recherche scientifique dans le pays. De la politique nationale de la recherche et de l'innovation, on attend donc beaucoup. Les grandes orientations dans cette politique, c'est d'abord comment trouver de financement pour la recherche. Vous savez, la recherche, c'est le parent pauvre. C'est dit au niveau des États de l'Union africaine qu'il faut investir 1% de PIB dans la recherche. Mais chez nous ici, au Togo, nous devons nous situer entre 0,15 et 0,22% du PIB. Et en comparant avec un pays comme le Kenya qui va jusqu'à 0,8%. Donc vous voyez que nous ne sommes pas nantis dans ce domaine-là. Donc ça c'est un premier axe. Le deuxième axe, ça va être comment améliorer les structures de recherche, comment améliorer les équipements de recherche, comment doter le pays de structures de recherche pour faire la vraie recherche. Et le troisième axe est le transfert de la recherche. Nous faisons la recherche que nous transformons sous forme de papier. Mais ces papiers ne sont pas utilisables. Comment faire la recherche pour que la recherche puisse profiter aux communautés, puisse profiter aux utilisateurs de la recherche? Les différentes orientations annoncées dans cette politique nationale se veulent l'amorce d'une quête toujours plus ambitieuse de connaissances. Il s'agit ici donc de valoriser chez les citoyens le sens critique et la capacité dès le plus jeune âge de s'engager dans la création et l'innovation pour ainsi contribuer à l'enrichissement et au développement du pays. Depuis le 20 décembre, à partir de 22h déjà, Lomé est calme. Lomé dort. Une mesure prescrite par le gouvernement pour contenir la propagation du nouveau coronavirus en cette période de fête de fin d'année. Une nouvelle mesure qui vient s'ajouter à bien d'autres. Quelle appréciation les Togolais font-ils de ces mesures restrictives et surtout la communauté chrétienne? Augustin Kossi. Par rapport aux dernières mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne la pandémie, je trouve que c'est une bonne chose. Nous avons l'habitude, en tant que citoyens togolais, en tant que chrétiens, d'aller au minuit chrétien. Il ne faut pas oublier la maladie et puis se faire contaminer. Il ne sert à rien de fêter Noël et de fêter une bonne année et après se retrouver à l'hôpital ou bien à la morgue. Donc je pense que le gouvernement a bien pris les mesures. Lomé contrainte donc de vivre les fêtes de fin d'année, pas comme les autres. Depuis le 20 décembre dernier, la ville dort à 22h et se réveille à 5h. Et ce, jusqu'au 3 janvier 2021. Covid-19 oblige. Rassemblement de plus de 15 personnes interdit, célébration de mariage ou de baptême non autorisé. De nouvelles mesures restrictives imposées par le gouvernement pour limiter la propagation du virus en ces périodes de fêtes. Mesures diversement appréciées. Pendant toute cette année que nous avons traversée, nous avons besoin à cette fin d'année de célébrer, de nous réjouir entre amis. L'essentiel c'est quand même que Dieu nous protège. Et c'est très bien d'entendre aujourd'hui si le gouvernement essaie quand même de se soucier de nous en essayant de trouver des mesures pour pouvoir nous protéger de cette maladie-là qui détruit beaucoup de gens. Je prévoyais passer vraiment ce temps de fin d'année, surtout pour les dernières minutes de l'année 2020, un temps vraiment d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu. Ce n'était pas vraiment facile à digérer. Il y a toujours les chiffres, le nombre de cas contacts, le nombre de malades et de décès qui sont toujours en croissance. Alors,
Bon, j'apprécie beaucoup les efforts fournis. Difficile à digérer, mais la santé n'a pas de prix. Le virus circule toujours et les chiffres de contamination grimpent ces derniers temps. Au niveau de la Fédération des évangéliques du Togo, aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de la santé. A priori, ce communiqué a choqué. Pourquoi? Parce que ça vient bouleverser les traditions de fin d'année. Mais quand on fait une bonne analyse, je crois que c'est bien, c'est venu à point nommé. Parce que si nous écoutons les informations, la manière dont ce virus refait surface, et avec cette nouvelle forme, je crois que le gouvernement se soucie du bien-être de sa population. Nous avons l'habitude de passer le Saint-Sylvestre, c'est-à-dire la nuit du 31, et dans la prière jusqu'au 1er de janvier. On ne le fera plus, mais je crois qu'on peut le faire dans nos maisons. On peut le faire en famille. Même si c'est difficile, c'est pour notre bien. Respectons les mesures restrictives. Le respect de toutes ces mesures est à l'avantage de tous. Le nouveau coronavirus se propage et on parle de nouvelles souches extrêmement contagieuses que la première. En attendant le jour nouveau avec les vaccins, l'on devra encore traverser les jours sombres dans l'observation des directives indiquées. Et à ce jour, mercredi 23 décembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 3494, 27 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3131, 40 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 295 et le nombre de décès est malheureusement de 68. 2 nouveaux décès depuis hier. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa. Après 5 ans passés en mission au Togo, l'ambassadeur du Sénégal s'apprête à rejoindre son pays. Hier, un dîner a été organisé en l'honneur de Bineta Sambeba, une soirée au cours de laquelle elle a témoigné sa gratitude aux autorités togolaises, vous allez l'entendre, pour la bonne collaboration et coopération au bénéfice des deux peuples. Dodouare. 5 ans de collaboration diplomatique. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal quitte le Togo. Binta Sambeba lève son verre en signe de reconnaissance au gouvernement et surtout au chef de la diplomatie togolaise. Le Togo dit au revoir à une grande dame qui a su renforcer les liens de coopération entre le Togo et son pays. Un au revoir que la diplomate sénégalaise accepte difficilement. Il n'est pas aisé de dire au revoir à des personnes que l'on a côtoyées, que l'on a appréciées et que l'on a même aimées pendant plus de 5 ans. Heureusement, ce n'est qu'un au revoir et pas un adieu. C'est l'occasion de rendre un vibrant hommage à quelqu'un qui a su tout simplement traduire en actes concrets la vision de son Excellence, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Je vous nomme le professeur Robert Doucet. Le ministre togolais des Affaires étrangères apprécie la qualité des relations bilatérales qui lient le Togo et le Sénégal. Robert Doucet félicite la diplomate qui s'est bien illustrée dans la mission qui était la sienne. Vous avez aussitôt entamé votre vaste chantier de renforcement des liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre le Togo et le Sénégal avec des résultats particulièrement encourageants. Vous vous êtes donné comme objectif principal d'intensifier et de diversifier le volume des échanges commerciaux entre nos deux pays. Une promesse que vous avez tenue. Nous témoignons toute notre reconnaissance à une grande amie du Togo qui, plus qu'un devoir, a exercé sa mission dans notre pays avec beaucoup d'amour et de dévotion. Binta Sambeba
a posé les bases d'un projet de coopération décentralisée et culturelle. Un projet qui certainement va se poursuivre. Le groupe New World face à la presse, il a fait la promotion de son décodeur HD+. C'est pour permettre à chaque ménage d'avoir accès au bouquet New World. Et la promotion couvre la période du 20 décembre 2020 au 20 janvier 2021. Abel Abouti, Christine Petit qui a le dit. Apporter de la joie dans tous les ménages et rendre les fêtes agréables, surtout en cette période de pandémie. Telle est la vision du groupe New World, traduite par une promotion spéciale, histoire de permettre à tout le monde d'avoir accès au bouquet New World TV. Un ensemble de chaînes répondant à tous les besoins. Nous avons déjà commencé la vente de nos bouquets d'abord à 20 000 francs CFA. Si vous payez 20 000 francs CFA, vous avez un décodeur avec 3 mois d'abonnement. Si vous calculez par 20 sur 3, ça fait à peu près 6 000 et quelques. Mais nous avons jugé bon aussi de réduire le coût. Maintenant, pour ceux qui ont l'ancien décodeur, nous les invitons aussi à visiter nos agences pour pouvoir actualiser le contenu de leur décodeur à 3 000 francs seulement pour un mois. New World TV aussi a adapté les prix de bouquets compte tenu de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Notre abonnement mensuel commence à partir de 2500. Et si vous avez 2500, vous avez payé un mois d'abonnement, vous avez des chaînes de qualité. Le bouquet New World contient plusieurs chaînes comme les chaînes pour enfants, les chaînes de divertissement, de sport, de culture togolaise et plein d'autres encore. Avec 5 000 francs seulement, disposez du décodeur en HD+, avec une qualité d'image exceptionnelle. La promotion s'étend sur la période du 20 décembre 2020 au 20 janvier 2021. Suivez à présent l'intégralité de la conférence de presse suite au Conseil des ministres de ce mercredi 23 décembre. Une conférence de presse animée par les ministres Akoda Iwadan et Christian Trimon. Mon nom c'est Michel Tchadia, directeur de l'éducation du journal Ouara les vainqueurs. Par rapport à la reprise du processus électoral au niveau de la CCIT, je voulais d'abord savoir la délégation spéciale qui est là pour gérer d'abord les affaires courantes et puis après organiser les élections. Je voulais voir quelle est la durée de travail de cette délégation. Cette délégation spéciale, nous l'avons appelée à 2 missions. La première mission, c'est d'abord d'assurer la gestion des affaires courantes, puisque l'équipe sortante a achevé son mandat, et puis ensuite d'organiser les élections. Il ne vous a pas échappé que cette première élection avait été suspendue du fait d'un certain nombre d'incompréhensions qui étaient liées au processus. Et donc le Conseil a recommandé à la délégation spéciale également de faire une refonte des tests en tenant compte de ce qui se pratique dans la sous-région ou ailleurs, et sur la base de ces nouveaux tests, d'organiser le processus électoral. La délégation spéciale a pour cela un mandat de 3 mois, renouvelable une seule fois. Donc au total, maximum 6 mois. Nous espérons que dans les premiers mois, dans les 3 premiers mois, elle fera un effort nécessaire pour que nous puissions disposer d'un cadre électoral acceptable par tous et qui permette naturellement de procéder à ces élections consulaires et de renouveler l'équipe de gestion de la Chambre de commerce et d'industrie en toute quiétude et en toute sérénité. Les élections régionales, là, comment ça va se passer? Les Togolais ne savent pas puisque c'est la première fois. Vous savez, la Constitution togolaise prévoit 2 niveaux de décentralisation depuis la dernière réforme que nous avons faite l'année dernière. La première, ce sont les communes. Elles sont en place depuis maintenant un peu plus d'1 année et nous avons vu leur début de fonctionnement. Et puis le deuxième niveau, ce sont les régions. Dans les régions, il y a un certain nombre de conseillers régionaux qui doivent être désignés. Normalement, le code électoral actuel prévoit leur désignation au suffrage universel direct. Et donc, vous comprenez que dans le contexte de Covid-19 actuel, qui est un défi pour tous, lié au respect des mesures barrières, il est important que l'ensemble des acteurs se rassemblent autour du ministre d'État pour déterminer comment on pourrait tenir ces élections dans cette période qui est un peu difficile pour l'ensemble. Vous avez aussi noté que les pays qui ont organisé des processus électoraux depuis le début de la pandémie Covid-19 ont connu après un pic important de contagion et les taux ont grimpé. Donc tous ces éléments font partie des questions d'organisation qui vont faire l'objet d'une discussion
entre le ministre d'État et l'ensemble des acteurs politiques afin d'arriver à une entente au minimum pour pouvoir partir à l'organisation de cette élection ensemble. Il n'y a pas encore une date qui est prévue pour cela, puisque ça va faire également l'objet de cette discussion selon les modalités d'organisation qui seront retenues. Naturellement, ça permettra de déterminer la date de tenue de cette élection. Donc ça fait partie du panier des discussions qui vont faire l'objet de ces échanges entre les différents acteurs politiques. Moi, c'est Thierry Afonque. Je suis le responsable du site d'information gapola.net. Concernant l'automatisation de la demande du casier judiciaire, est-ce qu'avec cette automatisation-là, le coût va augmenter ou pas? Et puis, le délai. Pour le casier judiciaire, c'est une innovation majeure. Vous savez qu'elle est attendue depuis très longtemps par nos compatriotes. Nous avons fait un saut qualitatif important dans l'accès à la justice, dans l'accès aux formalités administratives délivrées par des tribunaux. Vous avez évoqué l'importance du casier judiciaire. Et dans les précédentes communications qui avaient été faites en Conseil des ministres, l'accent était mis précisément sur la rapidité, la facilité d'accès et aussi la simplification, donc l'allègement des coûts d'accès au casier judiciaire. Parce que le coût du casier judiciaire, ce n'est pas simplement les 500 francs que vous payez, c'était aussi les coûts inhérents au déplacement lorsque vous n'êtes pas dans la localité de votre naissance. Aujourd'hui, il y a une économie d'échelle puisque vous pouvez faire la demande partout où vous vous trouvez en ligne et recevoir votre casier judiciaire. Si le ministère de la Justice aujourd'hui propose de décaler vers le mois d'avril, c'est parce que le dispositif technique est actuellement en train d'être testé. Et donc, je ne peux pas pour l'instant vous donner un délai minimum de délivrance parce qu'au bout de ce premier texte technique, qui est purement technique, on pourra apprécier les délais. D'autres communications suivront sur le sujet. Et de la même manière également, la question de la revue des coûts, donc des 500 francs que vous évoquiez également, les tarifs vont être affichés par le ministère de la Justice. Donc, on aura une deuxième communication également sur ces coûts. Parce que vous savez que l'un des impacts attendus de cette réforme, c'est également de réduire le maximum de circulation physique de l'argent. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on peut payer en ligne, on va réduire également le coût que comporte le paiement physique ou le paiement manuel. Donc, il n'est pas exclu, mais je ne peux pas vous le dire tout de suite, que ce coût, naturellement, soit à la baisse. Mais il y a un investissement qui a été fait également. Donc, d'ici là, nous aurons plus de précisions sur les coûts. Après cette période de test et avant le lancement qui sera fait en avril, on communiquera sur le sujet. Et donc, vous aurez la totalité des informations et nos compatriotes également pour pouvoir accéder à ce service important. La politique de l'inclusion financière. Alors, cette politique-là a été engagée par le gouvernement. Ça fait plus de 5 ans déjà. Aujourd'hui, quel est l'impact sur la population? Donc, avec votre permission, je vais laisser un peu la parole à mon collègue également pour intervenir sur les deux questions que vous avez posées à la suite. L'inclusion financière reste un des bras armés de la politique du gouvernement. L'idée de base est celle qui devrait permettre à ceux et celles de nos concitoyens qui sont dans une situation de précarité importante d'accéder aux biens ou aux soins ou plus haut à une certaine dignité. Alors au total, aujourd'hui, selon les rapports qui sont disponibles, il est possible d'affirmer que plus de 1 700 000 de nos concitoyens ont été personnellement atteints par les différents mécanismes d'inclusion sociale mis en place par le gouvernement. On peut citer aussi le taux de bancarisation de nos concitoyens qui, au regard des dernières estimations, s'élève à 78% de façon générale. Et si on prend le Grand Lomé, les adultes sont bancarisés à plus de 25%. Alors, comparaison n'est pas raison, certainement, mais à ce niveau-là, nous sommes devant nos concitoyens. Alors, tout ceci pour dire que la question de l'inclusion financière est une problématique qui doit être menée sur la durée. Et vous avez pu observer que cette problématique revient dans le budget de 2021, avec une part importante de ce budget-là allouée aux questions relatives aux domaines sociaux. Aujourd'hui, vous parlez d'un projet de la politique nationale sur les enseignants. Est-ce que ça sera un ensemble si ce projet ou ce projet de décret passait? Est-ce qu'on aura une meilleure qualité de l'éducation nationale? Merci. Vous savez, une politique nationale est un instrument de planification. Un instrument de planification qui vient répondre à un besoin, qui est celui de l'éducation nationale de notre pays. Il faut le dire,
notre éducation nationale est clairement à la croisée des chemins. Et il faut un certain nombre de réformes pour projeter l'éducation de demain. Et ces projets de réforme sont compris dans la politique nationale de l'éducation à venir. Cela a été relevé lors du compte-rendu. Il s'agit d'une politique qui s'organise autour de 3 axes principalement. Donc on l'a vu, la recherche de l'efficacité de l'enseignement. Efficacité de l'enseignement par la qualité du recrutement, par la qualité de la formation, par l'objectivité et la pertinence du redéploiement des enseignants sur toute l'étendue du territoire. L'autre axe sur lequel un travail sera fait, c'est la motivation. Et lorsqu'on parle de la motivation, on peut dire de façon très pragmatique, parler de la rémunération des enseignants, des questions relatives à la construction d'une véritable carrière et à la pérennité dans la carrière enseignante. Le 3e axe va concerner le professionnalisme. Aujourd'hui, lorsqu'on est enseignant, il y a un niveau de redevabilité qu'il faut observer. Et cet axe-là permettra également de préparer un certain nombre de mécanismes de prévention des conflits. Lorsqu'on vit en société, lorsqu'on est en groupement, les conflits peuvent naître, c'est un fonctionnement normal de la société. Mais le fait d'avoir des mécanismes qui permettent de prévenir ces conflits peut nous éviter un certain nombre de désagréments. Alors, pour aller plus loin, il faut dire aussi que la politique nationale de l'enseignement à venir est une politique nationale. Elle porte bien son nom dans la mesure où elle va concerner toutes les composantes de l'enseignement. Je pense ici à l'enseignement public, à l'enseignement privé et à l'enseignement confessionnel. Vous avez bien noté que lors des différentes discussions, l'État a toujours veillé à ce que toutes ces composantes-là soient présentes dans les discussions. Moi, c'est François Anigban-Kédé de République of Togo. L'État veut réajuster les tarifs au péage, ce qui va impacter les frais de transport, ce qui va impacter les prix des produits de première nécessité. Est-ce que c'est une décision opportune? Vous savez, c'est une question très importante. La contribution des citoyens, d'abord à la construction d'infrastructures nationales d'importance comme les routes, les autoroutes, mais également la possibilité de s'approprier ces ouvrages. Il y a une citoyenneté à manifester, un civisme à avoir à cela. Les routes qui sont faites actuellement, et je pense que nos compatriotes apprécient la qualité des infrastructures routières qui sont mises en place depuis un certain temps par le président de la République, et nos voisins, les pays de la sous-région, des visiteurs étrangers qui viennent au pays, au Togo, apprécient également ce développement routier important. Mais vous savez que le Togo également a lancé, dans le cadre du PND, mais également dans la feuille de route actuelle, l'exploitation optimale des infrastructures, des investissements qui ont été faits sur le port de Lomé, sur l'aéroport. Et que le port de Lomé sert de façon importante au développement des autres pays. Ça veut dire que si nous n'avons pas un bon système routier efficace, entretenu régulièrement, naturellement, les opérateurs économiques de ces pays qui exploitent notre port vont se déporter sur les pays voisins. Il y a de la concurrence dans le secteur. Nous devons investir sur le port, sur l'aéroport certes, mais également organiser les dessertes qui permettent à ces marchandises qui partent du port d'arriver à leur destinataire et de rester dans un esprit concurrentiel. Si vous tenez compte de ces éléments, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dispenser d'investir sur la route. Donc nous devons d'abord nous approprier cette infrastructure en tant que citoyens. La deuxième raison, le Conseil l'a évoqué dans son compte rendu tantôt, la SAFER, qui s'occupe aujourd'hui de l'entretien routier, a des recettes de 17 milliards environ pour une dépense d'entretien qui est de 30 milliards. Le gouvernement fait le choix de mettre aujourd'hui un accent particulier sur les secteurs sociaux. Et donc, naturellement, on ne peut pas redégager du financement pour aller entretenir les routes, sinon on en prive le secteur social. Et donc, il faut regarder tous ces éléments et les mettre en perspective. La troisième, vous avez constaté comme nous que de nouvelles dessertes sont ouvertes sur la route La Côtière qui va vers Anéro, sur Lomé-Palimé. Et puis, nous sommes en train de lancer le grand chantier de l'autoroute de l'Unité qui part de Lomé jusqu'à Saint-Cassé et qui donne un développement. Vous avez vu, Madame le Premier ministre a fait la revue des chantiers récemment et je crois que quelques images des chantiers ont montré l'envergure des investissements qui sont faits. Il est évident que sur ces investissements-là, naturellement, nous devons appeler à une contribution, ne serait-ce que pour leur entretien.
de sorte que nous puissions continuer à utiliser des infrastructures bénéfiques pour nous. Et puis, dernier point important pour chacun des usagers. Lorsque vous investissez, vous acceptez de payer ces péages-là, vous économisez en réalité la maintenance de votre propre véhicule. Entre rouler sur des routes caboteuses avec des nids de poules, vous fatiguez vos amortisseurs, votre moteur s'encrasse, le volume que vous investissez à l'entretien de votre véhicule n'est pas égal au montant que vous investirez sur un péage avec une autoroute qui vous permet donc d'économiser tout ce que vous allez investir sur l'entretien de votre véhicule. Donc si vous voyez les choses de cette manière, automatiquement vous vous rendez compte que c'est un investissement payant d'un point de vue national. Il est payant d'un point de vue individuel parce que à l'échelle nous faisons une économie. Et puis troisième, au plan national vis-à-vis des pays voisins, nous sommes en bonne concurrence. Donc quand vous mettez tous ces éléments bout à bout, vous vous rendez compte que c'est un véritable gain que de participer à cet effort citoyen de construction de nos routes. Et je voudrais terminer sur un dernier point concernant ces routes. Et je crois qu'il faut surtout garder à l'esprit aujourd'hui que nous avons une vraie ambition pour notre pays, que les routes y contribuent de façon importante, que nous devons aussi garder à l'esprit, nous avons lancé récemment une politique de la sécurité routière, etc., qui va avec. Et donc, naturellement, nous devons garder à l'esprit aussi que nous devons, sur ces routes-là, rouler de façon à pouvoir garder la vie. Donc, il faut faire un lien avec l'ensemble de ces questions-là. Les péages nous aident à payer une part de l'investissement, à continuer l'entretien des routes. Et vous avez évoqué les incidences possibles sur le surcoût du transport, sur le surcoût de la vie. Naturellement, le gouvernement veillera à ce que ces petites augmentations qui se feront sur les péages n'aient pas d'incident sur le coût des matières, le coût des produits de première nécessité, sur le coût du transport. Et ça aussi, ça fait partie de la citoyenneté. Il faut que les transporteurs ne saisissent pas le prétexte d'une augmentation minimale sur un péage pour systématiquement généraliser une augmentation des coûts du transport, parce que ça va avoir une incidence en cascade. Mais en tout cas, le gouvernement, pour sa part, prendra sa responsabilité par rapport à cela et fera en sorte que cette augmentation, si elle advenait, resterait d'abord dans des proportions supportables, et puis ensuite qu'elle n'ait pas une incidence globale sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes, parce que les produits divers auront également pris de la valeur dans le cadre de cette opération. Par rapport au renouvellement, à la demande ou bien à la délivrance de la carte de presse, nous savons que le nouveau code de la presse a déjà des dispositions qui parlent de ce sujet et que la HAC a déjà commencé par mettre en application. Qu'est-ce que la future disposition va apporter de nouveau à ce qui se fait déjà? La carte de la presse, vous le notez très bien, il s'agit d'une émanation de la loi du 7 janvier 2020 portant code de la presse. Alors, le décret en question est prévu par la loi. Donc aujourd'hui, le travail qui a été fait, c'est de mettre à disposition ce décret-là. Ce décret viendra tout simplement compléter le dispositif de la HAC pour permettre un encadrement de la délivrance de la carte de presse et également de la délivrance des accréditations pour les correspondants permanents et pour les correspondants étrangers notamment. Donc il n'y a pas de conflit entre le texte qui va être adopté et ce que fait aujourd'hui la HAC. Il s'agit tout simplement d'une opérationnalisation de la loi de 2020 portant code de la presse. Aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement est beaucoup plus regardant sur les conditions d'exercice du métier de journaliste, beaucoup plus que sur les conditions de vie des journalistes. Que faites-vous au juste pour ne serait-ce qu'améliorer aussi les conditions de vie des journalistes? Très bien. Alors, il faut d'abord souligner qu'en matière de presse, il y a les médias publics et il y a les médias privés. Les médias publics, de façon générale, dépendent du gouvernement, dépendent de l'État, et les médias privés sont indépendants. Et parce que les médias privés sont indépendants, la relation que l'État ou le gouvernement noue avec ces médias-là reste une relation de collaboration, une relation d'accompagnement aussi, on peut le dire, mais d'abord une relation de collaboration qui respecte l'indépendance de la presse. Maintenant, l'État ne tourne pas le dos, évidemment, à la presse privée. Il s'agit de nos concitoyens. Et la contribution de l'État se manifeste notamment par l'aide de l'État à la presse. Une aide qui est appelée
dans les jours, mois ou à venir, à se transformer en un fonds. Un travail est en train d'être fait de ce point de vue. On peut également parler de l'accompagnement de l'État, notamment relativement à la convention collective des journalistes. L'État a offert sa contribution, son accompagnement pour que cette convention collective voit le jour. L'État a participé aussi aux États généraux de la presse. Donc, tout cela pour vous dire que l'État respecte l'indépendance de la presse privée, notamment, mais offre sa collaboration toutes les fois que cela est possible. Donc, vous voyez bien que l'encadrement juridique du métier du journalisme est une prérogative de l'État. Donc, l'État a l'obligation de faire en sorte que le métier s'exerce dans les meilleures conditions possibles. Et vous l'avez noté aussi, aujourd'hui, les textes qui sont proposés par l'État répondent aux grands standards internationaux. Donc, l'État est véritablement dans sa partition, respect de l'indépendance et accompagnement lorsque cela est de besoin. Voilà, c'est sur cette conférence de presse que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT, la première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.